Donc, eh ben, nous arrivons donc au dernier temps de cette journée sur le plan de la réflexion. Après, nous la continuerons sous le ton de la convivialité et de l'apéro. Mais donc, pour le moment, il nous semblait donc quand même intéressant donc de pouvoir faire cet entretien avec Fabien. Parce que donc on a eu d'abord des chercheurs qui nous ont présenté un petit peu ce qu'étaient les milieux populaires aujourd'hui et surtout le monde du travail. Après, on a eu des réflexions sur comment on peut réussir à mobiliser, notamment pour la défense des services publics sur des territoires. Là, dans le monde du travail et notamment dans le monde de l'entreprise, comment on dépasse les divergences et les clivages pour construire des convergences. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a choisi cette thématique à la Fondation Gabriel Péri pour les 20 ans, parce qu'on pense que cette mobilisation des milieux populaires et du monde du travail dans son ensemble est fondamentale pour transformer la société. Le témoignage d'ailleurs de Manon Ovion montre bien que les luttes peuvent payer et qu'elle permet de construire une conscience de classe et d'avoir aussi une volonté d'un débouché politique par la suite. Donc ces différentes tables ont montré l'ampleur des évolutions du monde du travail qu'on doit prendre en compte pour justement transformer cette société. Elles ont fait apparaître l'importance des oppositions, des antagonismes entre les différentes catégories du salariat ou du monde du travail, que ce soit en termes de statut, de profession, de prise en compte de la qualification, de la place dans la hiérarchie de l'entreprise, etc. Mais elle a aussi montré qu'il y avait des intérêts communs, notamment la précarisation malheureusement qui touche tout le monde, la lutte pour les services publics de qualité pour tous et le travail, le sens du travail. Donc on a commencé à développer un certain nombre de ces éléments communs qui pourraient constituer le socle d'une convergence possible qui permettrait donc au monde du travail de défendre ses intérêts et de porter un projet transformateur. Donc, pour continuer à approfondir ces questions, Fabien, toi, depuis plusieurs années, tu as entrepris un tour de France des entreprises. Cette semaine, tu étais donc dans la Nièvre, au Technopole de Manicourt, auprès des salariés. Mardi prochain, tu seras à Cholet auprès des salariés de Michelin, qui malheureusement sont victimes d'un plan social comme les salariés de Auchan. Et tu seras aussi à la fin du mois dans l'Isère pour rencontrer les salariés de Vancorex qui aussi voient leur travail, leur emploi menacé. Et donc, quels sont les enseignements que tu tires de cette expérience ? Quelles sont les colères qui ont été exprimées et aussi les aspirations et les besoins qui ont pu être exprimés par les différents salariés, donc j'imagine qu'ils sont tous dans des statuts différents et dans des entreprises et dans des territoires divers. Alors, vaste question. Rien que là, je pourrais disserter pendant 1 heure. Mais j'ai raconté une partie de ces rencontres que j'ai faites dans le premier livre que j'ai fait, Ma France, à travers ces rencontres. Depuis, j'en ai fait d'autres et la situation, elle a d'ailleurs un petit peu évolué. Mais il y a quand même des choses qui reviennent et puis même qui s'accentuent en ce moment. D'abord, le travail, ça peut être le fil de la pelote qu'on tire pour parler de la société du monde d'aujourd'hui, mais aussi le fil d'une autre pelote que l'on peut tirer pour raconter la société, le projet de société dans lequel on veut vivre. D'abord, la première pelote, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour diviser les travailleurs entre eux. Tout est fait pour les opposer. Tout est fait pour nous diviser. On nous divise entre les salariés du secteur public et les salariés du secteur privé. On nous oppose. On nous oppose entre les travailleurs des champs et les travailleurs des villes, comme s'ils ne subissaient pas les mêmes exploitations de la société d'aujourd'hui. On l'a vu, et ça a fait l'objet de débats dans les commentaires politiques, entre ceux qui travaillent dans les banlieues et ceux qui travailleraient dans les sous-préfectures, les problèmes seraient différents.
Mais les salariés de ces territoires géographiques qui sont différents subissent en fait les mêmes difficultés de bas salaires, de conditions de travail dégradées, d'accès aux services publics. Et donc, on les oppose, mais en fait, ils subissent les mêmes méfaits des politiques d'austérité et d'un modèle économique qui exploite les salariés et les travailleurs. Et donc on pourrait comme ça tirer à l'infini tout ce qui oppose ou divise les travailleurs. On oppose les travailleurs entre ceux qui seraient français de souche et ceux qui seraient immigrés. Mais j'ai eu récemment une question là-dessus, mais enfin, M. Roussel, est-ce que vous pensez, comme Marine Le Pen, que les immigrés prennent le travail des Français et qu'il faut lutter contre l'immigration pour ça ? Comme si l'immigration était responsable du chômage et faisait qu'aujourd'hui, une partie de nos concitoyens sont dans de grandes difficultés. Et j'emploie à dessein le mot concitoyen parce que dans nos concitoyens, je mets ceux qui travaillent avec la nationalité française et ceux qui travaillent qui n'ont pas la nationalité française mais qui ont des papiers puis qui payent des impôts, et des cotisations et qui sont des citoyens français parce qu'ils vivent, leurs enfants vont à l'école ici, ils travaillent ici, ils payent des impôts ici et ce sont des citoyens. Et pourtant on les oppose. Et pourtant on les oppose. On les oppose, on nous oppose par tous les bouts. Voilà, le territoire géographique, public, privé, origine, bientôt couleur de peau, religion. Et donc le lieu de travail est utilisé comme un endroit pour diviser le peuple et diviser pour mieux régner et faire en sorte que le monde des actionnaires conserve ses pouvoirs et continue de dominer les travailleurs. Et puis, une autre chose que je ressens, c'est que tout est fait aussi pour désespérer les travailleurs. Il y a d'un côté les diviser et de l'autre côté les désespérer. Et quand je dis les désespérer, c'est ce que je ressens de la séquence que nous avons vécue avec la grande lutte contre la réforme des retraites à 64 ans d'Emmanuel Macron. Ça a été une lutte menée de tellement belle manière par les organisations syndicales, je salue leurs représentants ici, avec un souci d'unité, sur un mot d'ordre clair, dans le respect des différences des uns et des autres, avec 15 manifestations très populaires, avec des gens qui manifestaient pour la première fois là-dedans, parce que c'était une réforme violente pour le monde du travail, tellement dure. Et malgré ces immenses mobilisations menées dans le calme, dans la paix, de manière sérieuse, malgré les contre-propositions émises et par les syndicats et les forces de gauche et écologistes, les parlementaires, je salue mon collègue Stéphane Peu, on siégeait à l'époque ensemble et on multipliait les rencontres pour, et les déclarations, on a fait combien de meetings pour dire que d'autres choix existaient, qu'on pouvait financer une réforme juste des retraites. Malgré tout ça, cette réforme, elle est passée par un 49-3 sans vote. Le seul vote qu'il y a eu, c'est une motion de censure. Et c'est vécu, encore aujourd'hui, hein, on m'en parle, hein, comme une douleur, comme une plaie profonde dans le peuple travailleur, avec l'idée, mais ça sert à quoi de lutter? Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait faire pendant des mois et des mois. 80%, tous les sondages montraient que les Français ne voulaient pas de cette réforme. 80% chez les Français, 90% chez les travailleurs. Tous les syndicats unanimes, et y compris pas de majorité à l'Assemblée nationale pour la voter, elle est imposée. Mais que faut-il faire? Comment lutter? Et ça, là, c'est une réponse, c'est une question sans réponse. Hein, parce que moi, quand on me dit ça, je dis, je ne vais pas leur dire demain on prend les armes et on va envahir les préfectures, parce que, bon, je l'ai dit, mais sur les armes, je me suis quand même fait engueuler. Donc, mais c'est une question quand même. Alors, je pourrais dire, mais il faut voter. Il faut voter. Mais là, patatras. Pareil, tout est fait pour désespérer le peuple et les travailleurs. Parce qu'il y a eu une dissolution. Les Français ont voté. Ils ont même voté massivement.
Et ils ont voté massivement au premier tour des élections législatives pour deux forces. Une force, le Rassemblement national, 9 300 000 voix. Et la deuxième force, c'est la coalition du Nouveau Front populaire, 9 millions de voix. Je redonne les chiffres parce que vous entendez régulièrement que le Rassemblement national est arrivé en tête avec 11 millions de voix, que c'est la première force du pays. Non, non. Il y a deux forces qui sont arrivées quasi ex aequo à 300 000 voix près. C'est le Rassemblement national, 9 300 000 voix, et le Nouveau Front populaire, 9 millions de voix. Enfin, les deux ont présenté des candidats qui étaient contre Emmanuel Macron, contre sa politique, et les gens ont voté pour l'un, pour l'autre. En tout cas, ils ont rejeté la politique d'Emmanuel Macron, et au final, ils se retrouvent avec un Premier ministre et un gouvernement dans lequel la moitié, c'est des macronistes, et le Premier ministre est arrivé, il a fait 6%, c'est le dernier, c'était le baudet des élections, et il s'est mis d'accord avec les macronistes pour poursuivre la politique de Macron. Et alors là, donc, il y a des salariés qui viennent me voir et qui me disent « Mais ça sert à quoi de voter ?» Donc, ça sert à quoi de lutter? Et ça sert à quoi de voter? Mais vous imaginez ce qu'ils ont fait? Vous imaginez les dégâts que ça peut provoquer dans le peuple, dans le monde du travail, en termes de lutte, de résistance, d'engagement pour se projeter dans un monde meilleur, pour dire qu'on peut changer les choses. Et donc c'est plus difficile pour nous. C'est plus difficile pour les salariés, pour les travailleurs, dans le public, dans le privé. Et là, on a un gouvernement missionné et qui va dérouler les mauvaises mesures. Et en se disant, il n'y a plus de résistance, on peut y aller. Alors, je ne noircis pas plus le tableau, j'utilise la deuxième pelote. J'utilise la deuxième pelote, mais non, mais quand on me demande c'est quoi l'État, ben oui, mais l'État, il faut partir de l'État réel de la population et du peuple. L'État réel, c'est celui-là. Et donc, on peut y aller, nous, tous les jours, en disant on va gagner, on est les meilleurs, et vous allez voir, ça va marcher. J'irai avec un peu plus d'humilité. Et quand dans les syndicats, on dit on va tous se mettre en grève et puis on va bloquer le pays, je sais que les responsables syndicaux sont plus modérés sur ce genre de mot d'ordre et disent ça marche pas comme ça, encore moins maintenant. Donc on doit partir de l'état réel du pays. Alors, justement, moi je pense, et là je parle en tant que responsable d'un parti, le Parti communiste français, nous on dit au Parti communiste français que justement, le travail peut être le sujet qui doit nous permettre de nous adresser au peuple travailleur, aux salariés, du public comme du privé, aux anciens salariés, retraités, qui sont mis sacrément à contribution par les gouvernements successifs et qui payent cher, parce qu'on les fait payer cher, les politiques d'austérité. Donc il faut parler et aux salariés et aux anciens salariés. Je pourrais même élargir aux futurs salariés. On peut s'adresser à la jeunesse de la même manière, en prenant l'angle du travail. En prenant l'angle du travail comme projet de société et en y mettant dedans tout ce que nous, on y met. C'est-à-dire le travail qui, au contraire, nous unit et nous rassemble dans notre diversité, quand il est mis au service d'un projet collectif du pays. Pourquoi on travaille? Et donc, quel sens on met au travail? Et que nous, on le pose en disant ce que nous, on y met. Le travail qui émancipe, et qui fait que quand on va au travail, on n'est pas obligé d'y aller avec des boulets aux pieds et la boule au ventre, mais au contraire, en disant qu'on y va parce qu'on y est respecté, que l'on gagne sa vie, que l'on permet de vivre, qu'on peut vivre avec le salaire qui nous est donné en retour de notre force de travail. Le travail où on se sent bien avec les autres collègues au travail, parce que les conditions le permettent, et le sens qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'on y va parce qu'on se sent utile, on apporte
une contribution à la société. On crée, on produit, on enseigne, on soigne, on protège. Il y a tout ça derrière. Pourquoi on y va travailler? Dans l'industrie, c'est terrible, vous avez dû certainement en parler, mais ils ont tellement segmenté le travail en tâches que les hommes et les femmes sont ramenés à l'état de machine et qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. À quoi servent leurs gestes? Alors qu'au contraire, quand on sait ce que l'on fait, pourquoi on le fait, à quoi ça va être utile, on retrouve le sens de ce pourquoi on se lève le matin et que ça sert le pays, ça sert la nation. Ça garantit son indépendance quand on travaille dans certains domaines de l'industrie, l'énergie, la chimie, la santé. On travaille à l'indépendance du pays, on travaille à répondre aux besoins de la population. Quand on travaille dans des services publics comme l'enseignement et la santé, eh bien, on soigne, on protège, on enseigne, et c'est les plus beaux métiers du monde. C'est tous des beaux métiers d'ailleurs. Et donc on peut redonner tout ce sens-là au travail. Donc le travail qui nous unit, parce qu'on sait pourquoi on le fait, au service de la nation, au service du peuple, au service du bonheur commun, de l'intérêt général. Et le travail qui rassemble un pays et une nation, sans les opposer, quels que soient les lieux d'habitation, qui rassemble un peuple, selon quelles que soient les couleurs de peau. On peut parler du travail tout en menant le combat contre le racisme qui grandit dans le pays. Parce qu'au travail, on est tous citoyens de la République, d'une nation, et on ne parle pas de religion, d'origine. Et donc, que ce soit dans les mines de chez moi du bassin minier, il y a 30 ans, 40 ans, ou aujourd'hui dans des entreprises de l'industrie, ou même dans des services publics, je pense aux hôpitaux, il y a plusieurs nations, plusieurs nationalités qui se côtoient et qui se mettent au service d'un objectif. Voilà, service public, santé, industrie, ils travaillent ensemble. Et d'ailleurs, souvent, quand ils sont au travail, ils ne se divisent pas parce qu'ils s'unissent pour répondre aux coups du patron et on ne regarde pas de quelle couleur est le voisin, on résiste ensemble. Et donc on peut tirer le même fil de la pelote en disant non, il n'y a pas de raison de désespérer, il n'y a pas de raison d'être divisé. On a au contraire toutes les raisons d'être optimistes, combatifs, unis, parce que c'est comme ça qu'on changera la donne, qu'on changera notre pays, qu'on pourra avoir accès, nous aussi, aux jours heureux, au bonheur, à l'émancipation, pour nos enfants, pour nos parents. Et le travail, ça doit être, pour moi, le centre, ça doit être le cœur du projet de société qu'on doit porter pour notre pays. Voilà. Donc là, tu viens nous expliquer un petit peu ce que le travail devrait être. Et justement, dans ce tour de France, qu'est-ce que les salariés que tu as rencontrés t'ont dit sur leur rapport à leur travail et à leur entreprise? Et sur un point un peu précis, parce que dans la sensibilité communiste, la question de la prise du pouvoir sur l'entreprise, sur son propre travail et sur l'argent est considérée comme une condition essentielle de toute transformation sociale. Et donc, est-ce que cette thématique, elle trouve de l'écho dans le monde du travail? Sous quelle forme? Et sinon, comment on pourrait faire pour que ça devienne populaire et qu'on comprenne que c'est un enjeu fondamental, la prise de pouvoir sur entreprise, travail, argent notamment? Bon, là, la question, c'est comment les salariés se réapproprient leur outil de travail, les moyens que l'on y met, et qu'ils deviennent des acteurs. C'est une question qui est essentielle. On appelle ça du socialisme. Quand on se réapproprie les moyens de production, c'est le socialisme. Mais c'est le combat que l'on porte et que l'on défend. Une société socialiste dans laquelle les salariés participent au choix économique, participent au choix stratégique d'un grand groupe industriel au même titre que l'actionnaire, que ce soit dans des services publics où les salariés, avec leur direction, élaborent ensemble les objectifs. C'est ce que nous défendons. On a vécu ces dernières années là aussi un détricotage de la part du gouvernement Hollande et sous la présidence Hollande et sous la présidence Macron, un détricotage des droits des salariés qui fait qu'aujourd'hui les salariés n'ont quasiment plus de pouvoir. De temps en temps, ils peuvent émettre un avis,
hein, et leur avis, souvent, on s'assoit dessus. Et les alertes ne sont pas entendues. Donc, comme ça, c'est clair. La souffrance au travail est terrible. Et donc, il n'y a plus de CHSCT. Tout ça, vous connaissez, vous en avez entendu parler. Donc, déjà, quand on dit redonner des pouvoirs aux salariés, c'est leur redonner les droits et les moyens de pouvoir élaborer des politiques qui fait qu'ils sont protégés, ils ont des bonnes conditions de travail, et donc ils ne souffrent pas au travail. Mais nous, on va aller plus loin que ça. Nous, on veut que les salariés participent aux choix, aux décisions des entreprises. Pour que ce ne soit plus que l'actionnaire qui décide et que la logique soit seulement celle de la logique de dividendes et de profit. Parce qu'aujourd'hui, les logiques capitalistes du capital, c'est le ROI, le Return of Investment, c'est faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Et ce qui tue notre pays aujourd'hui, ce qui tue notre industrie aujourd'hui, c'est qu'ils veulent des marges à 2 chiffres. Rien d'autre que ça. Ils veulent des marges à 2 chiffres. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Tout. À demander à des salariés de gagner moins. On l'a vu il y a quelques jours, là, dans une entreprise de verrerie. À leur demander aux salariés de travailler plus, d'accepter de fermer des sites. C'est Michelin. C'est Michelin. Et Michelin, il fait quoi, Michelin? Michelin, il a une logique, maintenir son ROI, hein, son retour sur investissement, maintenir sa marge à 2 chiffres. Et donc, il a fait un calcul, c'est que quand il fait des pneus à haute valeur ajoutée, il gagne des pneus de luxe. Il gagne beaucoup d'argent sur ces pneus parce qu'ils sont à haute valeur ajoutée. Et il en produit peu. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour qu'il gagne beaucoup d'argent. Il fait ces pneus-là. Et les pneus populaires sur lesquels on gagne peu d'argent, sauf si on en produit beaucoup, on fait du volume, il les a délocalisés. Lui, il ne va pas s'embêter à avoir plein de salariés, puis plein de CGT, puis plein de problèmes. Non, il va avoir peu de salariés et gagner beaucoup d'argent. Il peut le faire avec des pneus haut de gamme. J'ai rencontré les mêmes logiques quand j'ai rencontré les salariés du verre à Cognac. Je cherche le nom de la Veralia. Mais Veralia, c'était exactement ça. Ils avaient fait le choix de produire des bouteilles de luxe dans lesquelles on vend du cognac à des milliardaires, à 5 000 € la bouteille, gravée, machin, etc. Mais ils se font un pognon de dingue sur ces bouteilles-là. Par contre, les bouteilles de bière, de vin, etc., ils délocalisaient ça en Tchéquie, en Ukraine. Donc, depuis, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, ça leur a fait mal. Mais ce sont ces logiques-là. Donc, en fait, eux, ils ont des logiques de rendement rapide du capital. Pour changer ces logiques, il faut intervenir. Il y a 2 moyens d'intervenir. Il y a une participation de l'État, nationalisation. Et là, on nous dit, j'entends de la part des salariés, ben oui, c'est bien. Il y a des salariés qui le veulent, qui le réclament. Et il y a des salariés qui disent, ben non. Parce qu'on connaît ça dans des entreprises. Et si l'État est très libéral, ça sert strictement à rien. Et l'exemple, c'est Sanofi. À Sanofi, les salariés, ils ne viennent pas nous voir forcément en nous demandant nationalisation. Certains d'entre eux, certains le disent, c'est peut-être une solution, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais ils disent, tout dépend des objectifs de l'État et comment l'État se comporte. Par l'intermédiaire de la BPI ou par l'intermédiaire d'une prise de participation dans le capital. Et si l'État s'inscrit dans une logique capitaliste, eh ben, il ne répondra pas aux besoins de la nation, du pays et des salariés. Et donc c'est pour ça que les salariés rencontrés, qui se penchent sur la question, qui connaissent leur boîte, disent non, la meilleure garantie, c'est de donner des moyens aux salariés d'agir dans l'entreprise. Sur les orientations, les investissements, sur la formation, sur la distribution des richesses, etc. Et on dit même autre chose, c'est que à côté des salariés, les élus d'un territoire doivent pouvoir aussi agir sur les choix d'une entreprise. C'est difficile, mais sur les aides publiques qui sont accordées à une entreprise. Et ça, c'est de l'argent public. Et donc, nous avons le pouvoir
le devoir aussi, le devoir on l'a, mais le pouvoir on ne l'a pas, d'agir pour pouvoir dire, mais ces aides, accorder des aides publiques à telle entreprise, un prêt, un accompagnement, etc. Oui, parce que ça répond à un besoin, parce que les salariés nous le demandent, parce que l'entreprise va relocaliser, parce que ils ont une démarche qui répond à l'attente du pays, du territoire, de la région, etc. Et donc, on devrait travailler comme ça, au plus près du terrain. Et donc, agir aussi sur l'argent. Donc, les deux leviers que nous mettons sur la table, c'est donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises pour participer au choix, pour pouvoir aussi déterminer donc les orientations d'une entreprise sur l'utilisation de la richesse créée, sur les investissements, y compris sur la formation, c'est les salariés qui devraient intervenir et agir sur l'égalité salariale femmes-hommes. Comment on peut encore aujourd'hui laisser les dirigeants dire « nous, c'est réglé, c'est bon, ça roule, on remplit toutes les cases de l'index, hein, on est bon ». Mais c'est les syndicats qui nous disent « mais cet index, il est bidon ». Et c'est pas vrai. Et donc, c'est faire plus que confiance aux salariés. Il faut les écouter et leur donner les moyens d'agir et de corriger et de dire « bah non, là, il ne faut plus verser d'aide publique à cette entreprise-là parce qu'en fait, elle vous roule, quoi ». Elle vous pique du pognon, elle détourne l'argent, elle investit mal, elle ne fait pas l'égalité salariale femmes-hommes, etc. Donc on doit agir dans ce sens-là. Et puis ensuite, le deuxième levier, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, dit-on. Il doit être le nerf de la paix et du travail. Et donc l'argent, il doit être mis au service du peuple, hein, de ses élus et des travailleurs qui doivent décider comment on l'utilise. C'est notre argent, c'est nos impôts. Quand on est salarié, on touche un salaire. Quand on touche un salaire, on paye des impôts. Et nos impôts, il est géré par les parlementaires, par la République. Et on veut que nos impôts, l'argent de nos impôts, ils servent la nation, le peuple, et qu'on s'y retrouve, quoi. Et quand on a 150 milliards d'euros de bénéfices qui sont tirés par les grandes entreprises du CAC 40 et que la moitié est distribuée en dividendes, on peut se dire, merde, où vont nos impôts? Parce que quand même, une grande partie des aides publiques, elles vont vers ces grands groupes-là. Et donc, c'est du vol. Des fois, je dis, mais au lieu de leur donner des aides publiques à ces grands groupes, autant le donner directement aux actionnaires. Hein, on va gagner du temps. Hein. Mais non, mais comme ça, on voit bien, on se rend bien compte de l'arnaque. Enfin, Michelin, il fait 3,6 milliards de bénéfices, il en distribue la moitié en dividendes. Et de l'autre côté, il a touché un pognon de dingue que André Chassaigne a révélé. Mais on a toutes les lignes budgétaires qu'ils ont touchées en argent public. Bah, autant donner de l'argent directement aux actionnaires. Et puis derrière... ils suppriment des emplois, ils ferment des usines. Enfin, vous vous rendez compte ce qu'ils se permettent de faire. Et il faudrait qu'on ne réagisse pas. Et donc non, on réagit, mais on demande justement d'avoir des leviers pour que ça ne puisse plus se produire. Donc, se réapproprier l'outil industriel, avoir des pouvoirs dans les entreprises, reprendre la main sur l'argent public notamment, pour pouvoir, élus, salariés, syndicats, agir sur les choix industriels et choix économiques des entreprises concernant leur développement, leur participation justement à la lutte pour le climat, la décarbonation, la relocalisation de l'industrie, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Juste là, une réponse courte, parce que j'ai d'autres questions qui demanderont des réponses. Mais juste sur celle-là, pour poursuivre, donc justement, moi, j'entends l'importance, mais est-ce que quand on parle, à part les syndiqués, enfin ceux qui sont syndiqués, est-ce qu'il y a une adhésion chez les salariés que tu rencontres à cette idée de vraiment développer des pouvoirs nouveaux dans l'entreprise? Nous, c'est au cœur de notre projet, mais les salariés, quand ils sont en lutte, le réclament. C'est la première chose qu'ils demandent. Parce qu'ils sont confrontés à la dureté d'une direction et à l'absence de réaction de l'État. L'État est aux abonnés absents et le patron fait ce qu'il veut. Donc la première chose que demandent les salariés, c'est mais nous, on agit quand, comment, quel pouvoir on a pour empêcher un plan de licenciement, quel pouvoir on a pour empêcher une délocalisation quand ils subissent une injustice qui est terrible et ils ont aucun pouvoir pour l'empêcher. C'est ça qui est énorme.
la manière dont le ministre de l'Industrie, Ferracci, a été accueilli à Michelin, il ne faut pas qu'il soit surpris, mais c'est normal. Enfin, l'État, il est plus impuissant. Il est complice, il accompagne. C'est lui-même qui a répondu à l'Assemblée nationale, on va travailler au reclassement des salariés. Ils sont complices. Et donc, les salariés disent, donnez-nous des pouvoirs, vous allez voir, on va bien la gérer, nous, la boîte. Il y a des expériences, d'ailleurs, qui marchent bien. Bon, j'ai cité les exemples des COP, où dans les coopératives, ils se réunissent en assemblée générale, ils travaillent ensemble, ils décident ensemble des orientations, en fin d'année de la distribution des richesses créées, etc. etc. Bon, ben, ça fonctionne plutôt bien. Donc après, oui, il fait chaud, je suis d'accord. Donc les travaux de la Fondation et de nombreux autres travaux ont mis en avant la profondeur de la crise de la politique. C'était d'ailleurs, Alain l'a rappelé ce matin, la thématique du colloque organisé pour les 10 ans de la Fondation. Depuis des années, toi aussi, tu vis cette crise dans ta ville, sur ton territoire, dans ta circonscription, qui est malheureusement donc l'une des circonscriptions gagnées par l'extrême droite en juin dernier. Donc, quelle est ton analyse de cette situation? Quelle perspective? Et comment on peut remobiliser justement les milieux populaires et une majorité de personnes? Bon, d'abord, je pourrais dire plein de choses. Alors, je ne vais pas dire plein de choses, je vais essayer de prendre une ou deux idées. Moi, j'aime bien dire qu'il faut partir de ce que les gens ont dans leur tête, de ce qu'ils vivent, de leur réalité. Et pas partir de ce que nous, on a dans notre tête et de leur parler comme dans un tract. Et en faisant des leçons. On doit écouter, d'abord. Écouter ce qui se dit. Et on doit écouter parce que si on écoutait un peu plus, on remarquerait d'abord que le capital a quand même gagné pas mal de batailles idéologiques. Ils ont marqué des points. On l'a vu dans la campagne, parce que quand on est allé à la campagne législative avec le SMIC à 1 600 €, le nombre de salariés qui disent « mais vous êtes malade, c'est pas possible ». Il y en a qui disent « ça nous ferait du bien, on va voter pour vous, on en a envie », mais il y en a d'autres qui disent « mais c'est pas possible ». Donc, vous vous rendez compte, ils ont gagné ça. Et donc, il faut partir de là. Non pas pour dire qu'il ne faut pas augmenter le SMIC à 1 600, mais pour dire qu'il faut l'amener, la hausse des salaires. Et donc, si on arrive comme ça, bille en tête, ça ne marche pas toujours. Et donc, moi j'ai appris une chose, quand je tape aux portes et que je discute avec les salariés, j'essaye d'en dire le moins possible d'abord. J'écoute d'abord. Et je vois sur quoi ils partent et ce qu'ils ont comme douleur, comme souffrance, comme colère, comme espoir, pour pouvoir m'appuyer dessus et ensuite parler. Ensuite, je vous dirai une autre idée que j'ai envie de travailler un peu plus. C'est que j'écoute beaucoup les salariés, les travailleurs, j'écoute aussi ceux qui ne travaillent pas. Et quand je veux mettre en avant l'idée que le travail, c'est bien, c'est utile, ça permet de vivre, de trouver sa place dans la société, dans sa famille même, dans le regard de ses enfants. C'est important. Dans une société organisée, où nous avons des défis immenses à relever, en plus, des défis immenses à relever. Nous avons besoin de tous et de toute la jeunesse, de tous les salariés, pour relever ces défis. Et nous aurons besoin de tout le monde en fonction des compétences de chacun, de sa situation personnelle, de ses handicaps, de ce qu'il a appris, de ce qu'il sait faire, de là où il habite. On a besoin de tout le monde. Et tout le monde peut trouver sa place. Ça nécessite derrière un effort immense, bien sûr, d'accompagnement et de formation. Et la formation est essentielle. La formation, ils l'ont tuée, ils l'ont vendue au privé.
Vous avez un compte formation aujourd'hui avec, au bout de 5 ans, 1500 € dessus, et vous pouvez vous acheter sur Internet une formation pour apprendre à élever des chiens. J'ai vu ça, j'en ai reçu une en permanence. Elle apprend à élever des chiens en visio, depuis chez elle, pendant une semaine. Et après, elle a un diplôme. Vous vous rendez compte? Elle a payé 1000 balles pour ça. Ils ont tué, c'était un enjeu, la formation, qui est immense. Et je pense qu'en y mettant les moyens, l'accompagnement qu'il faut, tout le monde, chaque homme, chaque femme de notre pays, de notre nation, peut trouver sa place dans la société et contribuer à relever tous les défis qu'on a devant nous. Enfin, la réindustrialisation, les services publics, l'intelligence artificielle, parce que je ne veux pas parler que d'industrie et de services publics, mais l'informatique, la révolution technologique, le numérique, c'est immense ce qu'on a devant nous. Ça nécessite beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, et puis de former des jeunes, pas pour qu'ils partent à l'étranger, pour qu'ils restent ici. Donc le vieillissement de la population, donc la question du soin, de la santé, le climat, enfin, tout ça, ce sont des défis immenses à relever. Nous allons avoir besoin de tout le monde. J'ai fait une conférence de presse il y a 3 semaines pour parler du contre-budget, enfin, d'un autre budget pour la France, et on avait dit, on s'était projeté sur 5 ans, même plus, sur 2030. Et on avait fait les totaux, j'avais dit, d'ici 2030, on a près de entre 500 000 à 600 000 emplois publics à créer, à embaucher pour répondre aux besoins. À Dépêche AFP, elle a fait Roussel veut embaucher 600 000 fonctionnaires. Bon, ça c'est le raccourci. Mais en fait, la réalité, c'est ça. C'est que si on regarde les besoins que nous avons dans la sécurité, chez les douanes, si on veut lutter contre les narcotrafiquants, vous croyez qu'on va le faire avec ce qu'on a aujourd'hui? Si on veut soigner chacun, partout, dans chaque village, dans chaque coin de France, dans chaque quartier, vous ne voyez pas les immenses besoins que l'on a en termes d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins, de chirurgiens, d'ouverture d'hôpitaux de proximité. Et je peux vous faire la litanie comme ça, mais à chaque fois, c'est entre 40 000 et 80 000 agents à former, après recruter dans chacun de ces secteurs. On arrive entre 500 à 600 000. Alors, en comptant ceux qui vont partir en retraite d'ici là, mais c'est ça. Donc les besoins sont immenses. Donc moi, je veux pouvoir dire que dans notre projet de société, il n'y a plus de RSA. Il n'y a plus de revenus de substitution. Il y a, tout au long de sa vie, un temps de travail et de formation. Et quand on n'est pas au travail, on peut se former. Voilà. Et se réorienter. Et faire autre chose. On peut construire ça. Je raconte une dernière anecdote, c'est du vécu. Je rencontre un chef d'entreprise qui pleure, comme beaucoup. De toute façon, les jeunes, ils ne veulent pas travailler, moi, je n'arrive pas à embaucher. Une petite PME dans le Nord. Eux, ils n'arrivent pas, j'arrive pas à embaucher, c'est terrible. Pourtant, je les paye bien. Hein. Alors, j'allais venir sur la question des salaires. Ah non, je les paye bien. Moi, ils sont à 1008, 1009, donc bon, correctement payés. Mais je dis, mais c'est quoi ton travail? Qu'est-ce qu'ils font, les gens que t'embauches? Ah ben, ils posent des barrières à la demande de la société d'autoroute la nuit quand ils font des travaux. Et donc, le travail des gars, c'est de poser des barrières la nuit. Ah ben je dis, ouais, je comprends par contre que tu as du mal à embaucher. Ah ben je dis, mais c'est pire que ça. Et puis quand j'en trouve, j'arrive pas à les garder. Oh ben, tu m'étonnes. Hein, parce que le gars qui fait ça pendant 20 ans, ça peut arriver. Hein, ils vont s'y retrouver. Mais, parce qu'on parle toujours industrie, on parle des grandes filières, etc. Mais là, par exemple, poser des barrières. On en a besoin dans une société. Voilà. Donc, je ne dis pas que ce monsieur, il a une entreprise inutile. Elle pourrait s'intégrer d'ailleurs dans un groupe d'autoroutes, etc. Mais bon, est-ce qu'un jeune homme, une jeune femme a vocation à poser des barrières toute sa vie? Bien sûr que non. La personne qui fait ça doit avoir la possibilité de se réorienter professionnellement. Alors, je lui ai donné une idée. Communiste. Et je lui ai dit, c'est ça le socialisme. Je lui ai dit, au lieu de chercher à embaucher des jeunes à 1008, 1009, que tu auras du mal à trouver, tu leur fais une autre proposition. Tu les embauches et tu prends un engagement avec eux. C'est que tu leur dis, tu leur proposes de rester au moins 3 ans, 4 ans chez toi, et que pendant ce temps-là, ils ne sont pas obligés de rester plus longtemps, mais pendant ce temps-là,
ils ont le droit de faire la formation qu'ils veulent, dans le métier qu'ils veulent. Y compris pour sortir, enfin, donc pour sortir de ta boîte. Ça veut dire qu'ils viennent travailler chez toi pendant 4 ans, mais c'est un tremplin pour faire autre chose derrière. Et donc, tu les attires pour se former, tu leur payes la formation, et derrière, ils vont grandir, ils vont faire autre chose. Et toi, tu leur auras permis ça. Parce qu'il faut que tu te dises que jamais on posera des barrières toute sa vie. Ça, il faut que tu te fasses une raison. Mais par contre, tu peux être utile à la société. Tu peux être utile de cette manière-là. Et donc la formation peut être un tremplin pour se former. Mais si on parle comme ça aux jeunes, les jeunes, ils n'ont plus envie de travailler toute leur vie dans le même métier. Terminé, ça. Enfin, si on parlait comme ça aux jeunes aujourd'hui, on les fait fuir en courant. Eux, ils veulent... Enfin, moi j'ai 5 enfants, je ne vais pas vous parler de mes 5 enfants, parce que... Ben, si, je peux vous dire une chose, hein, c'est qu'il n'y en a pas un qui fait le métier correspondant à la formation qu'il a suivie. Pas un. Mais à chaque fois que j'interroge leurs amis, ils sont tous comme ça. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Que la société le permette, et que la société permette de se réorienter tout au long de leur vie, et qu'ils puissent se sentir utiles au pays dans ce qu'ils ont envie de faire, et que du coup on les intéresse à rester en France et à s'approprier le modèle français qui permet à chacun de la sortie des écoles jusqu'à la retraite à pouvoir s'émanciper au travail, changer de métier et se former tout au long de sa vie. Et donc en donnant ce contenu-là au travail, je pense aussi qu'on peut dire que vivre d'allocations, de revenus de substitution, c'est terminé. Il faut se donner un horizon. Il faut se dire en 5 ans, il n'y aura plus de RSA en France. Je suis pour éradiquer le chômage, finir le RSA, c'est le salaire ou la formation tout au long de la vie. Point barre. Bon, je sais que tu n'es pas un magicien et qu'il n'y a pas de recette miracle, mais pour terminer quand même sur les élections, qu'est-ce que tu as comme piste pour que des électeurs qui ont voté, notamment de milieux populaires, qui ont voté donc, pour l'extrême droite contre leur intérêt de classe, puissent revoter à gauche et communiste? Qu'est-ce que tu as comme piste? Tu veux que je fasse une autre question? D'abord, on me dit, quand je suis ici, on me conseille, faut taper sur le RN, faut taper sur le RN, faut taper sur le RN. Et j'ai un doute. Et parce que je vais vous exprimer mon doute. Bon, d'abord, la réponse, je ne l'ai pas. Si je l'avais, ce serait facile. Hein. Mais, donc, je préfère dire j'ai un doute sur la stratégie à suivre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rassemblement national est fort en France, plus par l'incompétence de la gauche. De la même manière que Trump gagne aux États-Unis parce que Kamala Harris est nulle. Voilà. Et que lui, il a réussi à parler au peuple. Et que le Rassemblement national, il arrive à parler au peuple. Alors je peux toujours dire que le Rassemblement national est nul. Enfin, lui, il parle au peuple. Il le trompe. Il lui ment. Son projet est néfaste pour le peuple, on le sait. Il le divise, il en insulte une partie, mais il lui parle. Et tout comme Donald Trump parle au peuple américain. Il a insulté copieusement les porto-américains, mais une grande partie des porto-américains ont voté pour lui. Les travailleurs, parce qu'il défend le travail. Il a parlé de l'inflation, du prix des courses, des frigos vides. Voilà. Et donc ma question, c'est pas de dénoncer le Rassemblement national. Il faut le faire. Quand je discutais avec Stéphane pour savoir quelle va être l'attitude des députés du Rassemblement national lors du vote du budget mardi, qui a été profondément retravaillé par les députés du NFP,
C'est pas le budget que l'on aurait présenté, mais c'est un budget qui a été amélioré, où on évite de taper dans le porte-monnaie des Français pour plus aller taper dans le capital, sur les dividendes et les grandes fortunes. Donc on l'a réorienté. Donc nous, les députés du NFP, on va le voter. Et les macronistes et M. Barnier, ils ne sont pas contents. Ils ne vont pas le voter. Que va faire le Rassemblement national? Bon, et bien là, je veux dire, si par exemple ils le votent, s'ils ne le votent pas, s'ils font comme Barnier, il faudra dénoncer la complicité. Parce que dans les médias, vous les entendez se répandre comme quoi ils défendent le pouvoir d'achat des Français, des travailleurs. Ils ont voté contre la hausse du prix de l'électricité, c'est vrai. Ils ont voté contre le gel des retraites, le report pendant 6 mois de la hausse des retraites, c'est vrai. Mais à la fin, quand le budget est présenté, ils votent comme le gouvernement. Et donc, ils font du cinéma. Et c'est un grand cirque. Et donc, il faut avoir cette épreuve de vérité et dire aux Français ce qu'ils ont voté. Voilà, la réalité. Bon, ça, il faut le faire. Mais faire de nos interventions partout dans les médias pour parler d'eux, non. Je préfère parler de nous. Et je préfère que nous, quand on a du temps de parole, on puisse parler au peuple. Et moi, j'ai beaucoup de choses à dire aux Français. Et je préfère parler aux Français, aux travailleurs, aux agents des services publics, aux ceux du secteur privé. Comme je l'ai dit avant, je préfère leur parler. Leur parler de nos propositions, des frigos vides, de l'inflation, des propositions que nous faisons. Vous êtes désespérés, on a des propositions à faire, d'autres choix sont possibles, gardez l'espoir, on va se battre ensemble, et qu'on parle au peuple. La question sociale, elle est centrale. Elle est centrale. Ben, Trump, il l'a prise. Et il est fort quand même. Il est tout sauf social, le gars. Archi-milliardaire, il va travailler que pour les riches avec Elon Musk comme conseiller à ses côtés. C'est quand même incroyable, c'est des magiciens, les gars. Et nous, la gauche, c'est notre sujet. Et on est inaudible. Alors on peut taper sur Trump, on peut le traiter de fasciste en une de l'humanité tous les jours, ça ne fait pas avancer le schmilblick, hein. Par contre, qu'est-ce que la gauche porte comme projet qui parle au peuple? Et on en a des projets, je dis. Et là, je vais pas dire on est mauvais, machin, etc. Non, non, on l'a, mais il faut qu'on soit plus audible et qu'on leur parle avec plus de force. Et tout le travail qui a été fait par les députés du NFP à l'Assemblée nationale montre justement que d'autres choix sont possibles, qu'on est une force, qu'on travaille ensemble, qu'on a des propositions et qu'on peut changer la vie. Que sur les retraites, on peut augmenter les cotisations des salariés qui gagnent plus de 5 000 € par mois pour pouvoir financer une réforme des retraites plus juste. Voilà, on prend pas aux salariés, on n'augmente pas les impôts des Français. On tape sur les riches un petit peu. Tout ça, on peut développer. Donc, moi, la leçon politique que je tire, et quand je vois la montée de l'extrême droite, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, il faut prendre conscience du danger qui menace l'humanité. Parce que, je l'avais dit à l'époque des Européennes, on m'a dit, dis pas trop fort quand même, c'est dur ce que tu dis. Ouais, mais quand même, j'avais dit à l'époque des Européennes, ce que l'on vit aujourd'hui dans notre époque, c'est ce que le monde a vécu dans les années 30. Par le vote, par la démocratie, Hitler, Franco, Mussolini, tous ceux-là sont arrivés au pouvoir. Ah, Franco, pas Franco, excusez-moi. Excusez-moi. Ils ont pris des chemins détournés. Guerre d'Espagne. Ils sont arrivés au pouvoir. Tous, ils sont arrivés au pouvoir. En tout cas. Et c'est quand ils étaient suffisamment nombreux au pouvoir qu'on a eu la Seconde Guerre mondiale, qu'on a eu ce qu'on a connu. Mais aujourd'hui, ils sont en train de tous arriver au pouvoir. De la même manière. On les a en Italie, en Hongrie, aux États-Unis. Et la marée est en train de s'étendre. Et regardez l'Argentin, Javier Milei.
Le capitalisme pousse au pourrissement des démocraties et à la montée de ces fascismes, de ces dictateurs. Voilà, le capitalisme, il conduit à ça, il conduit à la guerre et à cette situation. Bien, on doit poser ce constat-là, et que la situation, elle est grave. Eh bien, nous, on doit trouver les accents, les moyens de parler au peuple pour le reconquérir et réussir à refaire vivre les démocraties, le progrès social, la justice, redonner de l'espoir. On doit remettre la question sociale, celle du travail, au cœur de nos discours. Et quand je dis ça, c'est pas pour mettre de côté les questions sociétales. Le racisme, les droits des femmes, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, je dis qu'en prenant la question du travail, on peut aborder ces questions-là de très belle manière. De la plus belle des manières, d'ailleurs. La question de classe, c'est celle qui nous rassemble tous et qui fait vivre l'égalité, qui est le premier mot des valeurs de notre République. Remettre la question de classe au cœur du combat. La question de classe, et derrière la question de classe, c'est la question du travail. C'est ça. Et donc, en faisant ça, en étant porteur de ce projet-là, avec une parole forte, et parfois, il faudra mordre le trait. Vous m'engueulerez, vous me direz pourquoi il a encore dit ça Roussel, il fait chier, tout ça. Ouais, mais regardez comment ils font les autres. Moi, je préfère mordre le trait en portant la combativité de notre projet qui met le travail au cœur, les politiques sociales, etc. Oui, je vais mordre le trait, oui, peut-être. Mais parce que je veux parler au peuple. Et que pour parler au peuple, si on parle avec une petite voix, une petite bouche, eh ben, on n'entend pas beaucoup. Voilà. Donc il faut parler fort pour être audible. Et parfois mordre un petit peu le trait. Je raconte encore une anecdote. Je sais, tu vas me dire que je suis trop long. Ouais, mais c'est pas grave, c'est vivant. Je vais à Manicourt. Le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Je vais sur le circuit. Je ne vais pas dans la Nièvre pour voir le circuit de Manicourt. Mais les camarades me disent, dans la Nièvre, il y a le circuit de Manicourt, il faut que tu viennes voir, c'est un super truc, avec des Formule 1, des voitures de compétition qui roulent, etc. Et donc, des camarades bien intentionnés me disent, attention, c'est pas terrible, parce que quand même, pour le climat, les voitures de compétition, c'est pas bien vu, on va se prendre les écolos dans la pipe, et ça ne correspond pas à notre projet. Il faudrait éviter d'y aller. Bon, après, comme on avait déjà travaillé avec les camarades de la Nièvre, que c'était fait, j'ai pas voulu contrarier personne, donc j'y suis allé quand même. Et j'y suis allé quand même, et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, devant une voiture de course, exprès, pour mordre le trait. Quand j'y suis allé, j'ai rencontré des gamins qui travaillent dans une entreprise à côté. Il y a 430 emplois, 30 entreprises autour du circuit de Manicourt, et une école d'ingénieurs de l'automobile. Parce qu'il y a la Formule 1, il y a 40 ans, ces entreprises se sont installées là pour travailler sur les moteurs de demain. Renault était champion en Formule 1. Et parce qu'il était champion en Formule 1, il avait des chercheurs qui travaillaient sur ces moteurs qui lui ont permis d'avancer sur les moteurs des véhicules de tourisme, de tout le monde, d'aujourd'hui. Parce qu'il travaillait là-dessus. Eh bien aujourd'hui, on a encore ça. Il y a un modèle économique d'entreprise qui travaille sur des moteurs de compétition, mais j'y suis allé, je les ai vus, pas que. Ils sont dans l'aérospatial. Ils travaillent sur les moteurs des avions, des drones, des hélicoptères, avec le même principe que des moteurs d'aujourd'hui, thermiques, qui utilisent ou de l'hydrogène, ou à batterie électrique. Et d'ailleurs, sur le circuit de Manicourt, ils font des e-courses, c'est-à-dire des courses de voitures électriques. Et ils changent leur modèle. Et donc c'est passionnant. Derrière, en fait, ce que j'ai voulu, et donc j'ai fait des tours de circuit avec un champion du monde, on a fait crisser les pneus, on a fallu les moteurs très très forts, et puis j'ai fait une vidéo devant cette voiture de course, de Ligier d'ailleurs, marque française, parce que derrière ça, il y a de la recherche, il y a de la science, il y a des jeunes qui se passionnent, il y a les véhicules de demain qui préservent le climat, qui
Ils trouveront peut-être les solutions que l'on n'a pas encore aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un débat entre la pollution des batteries électriques et les moteurs thermiques qui consomment du fossile, qui sont aussi polluants, et ce débat, il existe encore. Et donc ils cherchent, les gars. Eh ben, il faut soutenir les chercheurs, jusqu'à ce qu'ils trouvent. C'est pour ça que j'y suis allé. Juste, on a commencé avec 10 minutes de retard, donc j'ai le... Parce que je peux pas... D'accord ? C'est pour savoir. Parce que sinon, je sautais une question, mais je voulais... non, je ne veux pas la sauter. Parce que sinon... J'en ai déjà sauté beaucoup. Non, parce que historiquement, donc, le Parti communiste a construit son influence sur sa représentativité et son implantation dans le monde du travail. Là, grâce à Serge Volikoff, notamment, j'ai beaucoup appris, et je vous invite à suivre les ateliers d'histoire de la Fondation qui nous apprennent beaucoup sur tout ce qui a été fait au cours du XXe siècle, et c'est assez impressionnant. Bon, je te pose pas la question de savoir si ça reste fondamental aujourd'hui pour l'avenir du Parti communiste, mais... Comment, chaque fois je sais que mes questions elles sont impossibles, mais comment on peut faire avec le monde du travail, donc pour se réimplanter et réavoir une représentativité dans le monde du travail, comment on peut le faire dans le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui avec l'état des forces militantes? Facile. Bah ouais, mais tu me poses des questions qui peuvent pas... Moi je veux bien te faire des réponses de 3 minutes, mais je vais rien dire, mais je vais te donner un exemple. L'exemple de mon copain Fabien Gache, de l'automobile, de Renault, Le Mans. Je demandais s'il était là, Marie-Claire. Fabien Gache, il est, pendant la campagne des Européennes, il a refait le tour de des sites Renault. Et il est allé voir ses collègues. Et il me dit, Fabien, c'est terrible. Le recul du syndicalisme, le recul de la conscience de classe, la conscience politique. Et il me dit, c'est terrible. Donc lui, il a vu le mur arriver, hein, parce que quand la conscience de classe recule, quand la conscience politique recule, c'est toutes les... Enfin, on devient perméable dans les esprits à toutes les idées toxiques que vous avez tous les jours à la télévision avec CNews, BFM, Europe 1 et compagnie. Ça rentre comme dans du beurre. Et donc, on a parlé du syndicalisme. Et... mais ça a beaucoup changé. D'abord, le syndicat aujourd'hui ne fait plus de politique. Bon, là, il a appelé à voter au second tour pour faire barrage au Front National. Mais aujourd'hui, si, les syndicats et la CGT disent on ne fait pas de politique. On est indépendant du Parti communiste français, on ne fait pas de politique. Il y avait avant des syndicats qui appelaient à voter aux élections. La CGT, elle a appelé à voter aux... Je ne dis pas qu'il faut le refaire. Je ne dis pas qu'il faut revenir avant. Je vous livre un constat. Aujourd'hui, est-ce que les salariés font de la politique dans leur entreprise? Non. Avant, ils en faisaient. Aujourd'hui, ils n'en font plus. Avant, il y avait des cellules du Parti communiste français. Il n'y en a plus beaucoup. Et ça manque. Et j'y reviendrai. Et enfin, il y a du syndicalisme qui se fait au plus près de ce que vivent les salariés, sur la base de ce qui se passe dans leur atelier, dans leur entreprise. Et ça, ce syndicalisme-là, il est efficace, parce qu'en partant d'un problème qui se pose sur une machine, dans un secteur... Ils arrivent à s'organiser, à identifier le problème, à monter auprès de la direction et à régler le problème. Et puis il y a le syndicalisme où en fait, et c'est comme la politique, c'est comme nous, où ce sont des tracts qui arrivent par en haut de Paris et qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui donnent la leçon. Et qui disent les patrons, etc. Et qui font du discours général. Et qui sont un peu déconnectés de ce que vivent les salariés. Le salarié, il ne s'y retrouve pas là-dedans. On ne parle pas de lui. Et je fais une autocritique en disant ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, d'abord partir de ce que les gens ont dans leur tête, de ce qu'ils vivent, de leurs problèmes. Et moi, j'invite les communistes plutôt à écrire des tracts, de faire des déclarations qui partent de ce qui est vécu, de ce qu'ils ont entendu, en reprenant les mots, en verbalisant ce qu'on leur a dit sur le terrain,
plutôt que d'écrire à Paris quelque chose, voilà, une grande idée, une bonne proposition, un coup de gueule, etc. Je préfère qu'on y mette de la chair et de l'humain, et qu'on parte des réalités locales, pour reconstruire du lien. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve une organisation politique dans les entreprises. Pour nous, ça s'appelle une cellule, mais partant du principe que les syndicats ne font plus de politique, c'est pas leur rôle, et je le respecte, eh bien ça doit nous engager, nous, à en faire beaucoup, dans les entreprises, en retrouvant une organisation. Et c'est pas compliqué, il suffit de 3 copains, hein, même 2, hein, pour se parler un petit peu, pour écouter ce qui se dit, pour sentir un peu, pour écrire un papier, pour distribuer un tract, le faire tourner, et dans un atelier d'abord, et puis après au-delà, de le laisser traîner à la cantine. Ça commence comme ça. Et donc, on doit retrouver ces réflexes-là, et de partir de ce qui se dit dans une tôle, et de là, d'écrire, construire, et puis petit à petit renouer avec des forces et faire de la politique, parce que on en a plus que jamais besoin. Plus que jamais besoin. Et donc, c'est pour ça que l'utilité d'avoir des militants communistes organisés dans une entreprise, publique ou privée, c'est très important pour pouvoir justement retisser du lien avec le monde du travail, redonner une conscience de classe et pouvoir donner de l'espoir, de la combativité, et être une force, quoi. C'est indispensable. Bon, je vais quand même donner la parole à la salle et je poserai ma dernière question, ça te permettra de conclure à la fin. Alors, qui veut poser des questions? Voilà, c'est ça. Voilà, je voulais parler depuis la réforme des droits du travail avec la loi Khomri. Il y a eu un effort des syndicalistes et d'universitaires pour faire un nouveau code du travail. Un code du travail du XXIe siècle. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y avait une attaque contre les droits des travailleurs, mais ce n'est pas resté à cela. Il y a eu le projet du nouveau code du travail du XXIe siècle. Mais les organisations qui devraient s'intéresser à cela, que ce soit les syndicats ou le Parti communiste notamment, ils n'en parlent pas du tout. Donc, il y avait un élément, un levier, ce que j'appellerais un levier possible, sur lequel les organisations qui s'intéressent au travail pouvaient s'appuyer pour améliorer la situation des travailleurs et pour faire prendre conscience aux travailleurs d'une possibilité d'amélioration. Alors, comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous pouvez penser que l'on peut relancer cela? Alors déjà, merci beaucoup pour cette interview, parce que en fait, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit, pas parce que je suis militant du Parti communiste, mais parce que je vais vous partager un peu ma situation dans mon entreprise. Donc moi, je travaille chez Thales, dans le spatial, et comme vous le savez peut-être, le 5 mars, 800 suppressions de postes ont été annoncées, dont mon service, et on se bat depuis le 5 mars, mais c'est pas simple, parce que pour revenir sur la notion de désespérance que tu évoquais, en fait, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que les salariés, au début, se sont massivement mobilisés. Ensuite, la direction a laissé traîner un peu la chose. Et au final, on a des instances que l'on consulte, mais dont on s'en fiche du résultat. On a des rapports d'expertise dont la direction se fiche. On a un État qui est actionnaire à 25% qui ne fait rien. Enfin, là, on est vraiment... Là, on arrive à la fin des recours avec le début des suppressions de postes dès l'an prochain. Et les salariés... juste ne savent pas quoi faire, quoi. Hein. Autre chose, Thales a une particularité, c'est qu'on a également une cellule d'entreprise qui fonctionne bien, puisqu'on a même un journal que l'on distribue, même si, on parlait un peu des méthodes d'organisation qu'on peut avoir au sein du parti. Il y a un certain nombre de journaux du parti, de la cellule d'entreprise, qui n'ont jamais été distribués, qui sont restés dans des tiroirs. Bon. En tout cas, cette cellule d'entreprise nous permet d'avoir ce journal que l'on arrive à faire diffuser quand même au sein des différents sites et qui apporte de la politique, justement, et qui a notamment été utilisé pendant cette période, en ce moment avec la suppression de postes, puisque bien sûr on rédige des articles et on essaie d'expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on en est là,
Pourquoi est-ce que, en fait, derrière tout ça, c'est le groupe Thales et ses actionnaires, puisque le groupe Thales a quand même donné 2 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier, et les justifications pour dire que on va devoir supprimer des postes, c'est qu'il y a moins de charges de travail. Sauf qu'en fait, on a beau interroger les salariés, il n'y a personne qui a moins de charges de travail, en fait. C'est parce qu'en fait, le groupe Thales a dit, la partie spatiale, là, vous nous faites perdre 200 millions d'euros. Donc, même si on fait 2 milliards, on va sacrifier 200 millions. Quoi que ça coûte en termes de souveraineté industrielle et de stratégie pour la France, on s'en fiche. Vous, votre objectif, c'est 2027, 7% de rentabilité. Faites comme vous voulez. Bon. Et derrière ça, donc il y a eu les élections législatives, l'UNFP, sur lequel, du coup, nous, communistes Thales, on s'est mobilisés pour expliquer voilà pourquoi est-ce que le NFP peut être une solution. Mais en fait, ce que m'ont dit les salariés, et ce que je ressentais un peu aussi, c'est ok, le NFP va arriver au pouvoir, il va augmenter un peu le SMIC, mais nous, ça ne nous concerne pas, parce qu'on est surtout des ingénieurs. Et puis, on va mettre en place des comités d'entreprise, ou remettre en place des CHSCT avec, c'était un peu flou. Donc déjà, quand on a du flou, on ne peut pas parler correctement avec les gens. Et derrière, si on n'a pas un organe avec un pouvoir décisionnaire pour les salariés, en fait, il se passerait exactement que ce qui se passe actuellement, quoi. Et la preuve, c'est que le groupe Thales est un groupe européen, donc du coup avec des branches en Allemagne, en Angleterre, en Belgique. En Allemagne, ils ont leur fameux système sur lequel le NFP, on voulait appuyer, nous, pour donner du pouvoir aux salariés. Et qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Ils ont voté pour la suppression de postes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient quand même sous contrainte des actionnaires, sous contrainte de leurs décisions. Donc, quoi qu'ils décident, de toute façon, ça ne changerait rien. Donc, en fait, après, nous, les salariés qui ont voté, du coup, pour un certain nombre NFP, comment on arrive à les mobiliser sur ces questions-là? En fait, si on leur dit, la gauche ne parle pas de stratégie industrielle, la gauche ne parle pas de planification, et la gauche, en plus, ce qu'elle veut proposer, c'est quelque chose qu'ont déjà les Allemands, et que ça sert à rien, parce qu'en fait, ils ont aussi leur suppression de postes, quoi. Comment on fait? Et moi, je suis un peu dans cette désespérance, même s'il y a la cellule d'entreprise qui me permet un peu de m'exprimer, mais en fait, c'est largement insuffisant, et la politique doit faire beaucoup plus... Et je parle de Thales, mais je pense que je parle au nom de beaucoup de grandes entreprises. Airbus, pareil, avec 2200 suppressions de postes. Je pense que c'est un peu préparé dans toute l'industrie française aujourd'hui. Oui, merci. Je vais faire plus court que mon camarade Flavien. Tu demandais des nouvelles tout à l'heure, Fabien, de Fabien Gache. Il va très bien, étant sartois, je te donne des nouvelles rapidement. Il est en congé. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas là, mais il te passe le bonjour. Tu faisais une allusion tout à l'heure à ta volonté... de mordre le trait, d'être engueulé parce que tu veux parler au peuple. Tu me permettras du coup d'être un peu taquin, alors même que je partage tout à fait ton propos. Quand tu parlais tout à l'heure du RSA, il me semble que tenir le discours que tu tiens et qu'on tient également sur le travail, ça suppose peut-être de dire d'abord qu'on veut sortir du marché du travail capitaliste. Parce que, à mon avis, si on ne le dit pas, il y a le risque, je dis bien le risque, hein, je ne te fais pas l'injure de penser que c'est ce que les gens pensent de toi, mais c'est un risque qui est qu'on puisse passer pour un parti politique un peu roue de secours du capital. C'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre un certain nombre de thèmes qui peuvent être portés par le capital en matière de travail. Voilà, donc je voulais avoir ton sentiment sur comment on articule justement nos idées pour éviter une forme de récupération qui nous serait hostile. Oui. Tout à l'heure, il s'agissait du capital qui divise et qui oppose dans bien des domaines. Je me disais que si notre axe c'est le travail, mais que si on ne parle pas du non-travail en même temps, est-ce que c'est vraiment de nature à rassembler tous les milieux populaires, qu'ils soient dans le monde rural ou dans le monde urbain? Voilà, je m'interroge sur l'invisibilité de la partie non-travail. Merci. Oui, moi je voulais revenir sur le fait que vous parliez de s'adresser en fait aux travailleurs, aux classes laborieuses. Vous disiez que Trump ou l'extrême droite arrive à parler aux travailleurs. Moi je me posais la question plutôt sous le terme de ils peuvent parler aux travailleurs parce qu'ils en ont les moyens. Et donc, est-ce que c'est pas lié finalement au contrôle par des industriels et des milliardaires des masses médias? Donc ma question est assez simple en fait, c'est comment sortir de ça, comment rétablir une liberté d'expression ou plutôt une diversité médiatique, sachant que, on va dire, la fenêtre a été largement manquée sous le mandat de Hollande, qui n'a pas remis en cause, voire même a conforté cet état des choses.
Bon, je reviens pas sur la loi El Khomri, la première question, parce que c'était dans mon intervention au début. Je mets au cœur de notre projet la question de redonner des droits aux salariés, droits qui ont été totalement détricotés par une série de mesures, dont la loi El Khomri sous Hollande, les ordonnances Macron ensuite, 1 et 2, enfin bon. Et donc, je pense que là-dessus, nous les communistes, d'ailleurs, nous sommes la seule force politique à gauche qui mettons autant en avant la question des pouvoirs d'intervention des salariés dans les entreprises. Et donc des droits qu'ils doivent avoir. Et ça ne se limite pas, comme je l'ai dit, à rétablir des CHSCT. Je suis content de savoir, je suis content que de ton intervention, toi qui travailles à Thales, et du travail que font les communistes à Thales, parce qu'on en parle souvent au Conseil national avec une camarade qui est membre du Conseil national, Stéphanie, qui intervient régulièrement pour nous dire ce qui se passe à Thales. Et c'est comme ça au Parti communiste français, parce que ça vient de... On a les informations directes, et il y a des communistes à Thales, il y en a chez les cheminots qui se réunissent régulièrement. Je sais que Fred Mélier est là et il les suit. Et heureusement que l'on a des communistes organisés dans certains secteurs d'entreprise pour nous faire pour nous informer, nous faire mesurer ce qui s'y passe. Et je suis d'accord avec toi pour dire que la politique doit faire beaucoup plus, être beaucoup plus claire. C'est le reproche un petit peu que je fais à demi-mot, mais comme je veux pas noircir le tableau, je vais pas dire que la gauche elle est nulle, mais bon, la gauche peut mieux faire. Elle doit être beaucoup plus claire, beaucoup plus parler du travail, beaucoup plus parler aux travailleurs, de leur vie. Et pas seulement aux ouvriers et aux smicards, et pas que du SMIC, mais aux paysans, aux salariés, aux ingénieurs, aux agents de la fonction publique, à ceux qui travaillent dans les services, dans l'informatique, on les oublie souvent, ceux du tertiaire, mais on doit parler au peuple travailleur, ce peuple, au sens large. Des fois, je dis même que parmi eux, il y a des chefs d'entreprise, hein. Les patrons de PME, de TPE, ils sont exploités quelque part. Ouais, je mords le trait quand je dis ça. Mais quand ils vous racontent ce qu'ils subissent des banques, ou quand ils vous racontent ce qu'ils subissent des donneurs d'ordre, quand c'est dans l'industrie et qu'ils sont sous-traitants de rang 1, 2 ou 3, ou dans le bâtiment, quand ils sont en bas de l'échelle, et qu'un marché a été donné à une grosse boîte, Eiffage, et puis que c'est pas Eiffage qui le fait, mais c'est une autre qui l'a transmise à une autre, qui l'a transmise à une autre, qui l'a transmise à une autre. À la fin, souvent, vous vous retrouvez avec des Égyptiens, d'ailleurs, hein, ou des boîtes qui font appel à des salariés étrangers. Eh bien, les patrons de ces boîtes-là, qui souscrivent à ces... Enfin, ils me racontent, moi, les conditions dans lesquelles ils doivent travailler, c'est terrible. Mais ils me parlent des fois comme des salariés qui sont exploités. Ils sont essorés, et par les banques ou par les donneurs d'ordre. Et ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Et donc, du coup, ils répercutent sur les salariés en bas, et ils deviennent eux-mêmes exploiteurs. Et donc, ce monde de domination, on doit le dénoncer, on doit en parler. Et on doit faire beaucoup plus. Moi, j'ai 2 axes, si je devais résumer, dans le discours que l'on doit tenir, une force politique comme la nôtre. On doit faire un ensemble de propositions qui montrent que ce que nous voulons, c'est de permettre à chacun de vivre dignement. C'est le droit au bonheur, c'est le droit de vivre, c'est une vie digne, c'est le droit de vivre dignement. Et quand on met ça, il y a la question donc individuelle, c'est parler à chacun. Chacun a le droit de vivre. Je ne parle pas collectif, là je parle individuel. Voilà, le bonheur individuel. Et le bonheur individuel garantit le bonheur collectif. On doit porter un projet de société dans lequel chacun, chacune doit se sentir heureux. C'est incroyable cette question-là, se sentir heureux. Je me suis fait cette réflexion quand j'ai entendu le discours de Michel Barnier. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il nous parle à longueur d'antenne et de discours de la dette.
et de la réduction des déficits publics. 3 mots, réduction de déficit public. Ou baisser la dépense publique. Voilà, 3 mots. Ou la dette, 1 mot, c'est plus rapide. Et donc, il faut faire des efforts, des efforts, des efforts. Et je me disais, on pourrait dire aux Français de faire des efforts. On pourrait être dans une situation telle, catastrophique, il faut faire des efforts, etc. Mais avec un objectif derrière. Et il pourrait y avoir un objectif, et demain, ça ira mieux. Demain, on sera tous heureux. Ce sera le bonheur pour tous. On aura de meilleurs salaires, les salaires vont augmenter, on aura de meilleures protections sociales. C'est le moyen pour y passer. Ils pourraient dire ça, mais ils ne le disent même pas. C'est réduire la dépense publique, baisser la dépense publique, éponger la dette, 3300 milliards d'euros. Hein. Quand bien même on rembourserait 30 milliards par an, on en a pour 300 siècles. Hein. Non mais c'est une connerie, leur histoire de dette. C'est une connerie sans nom. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur discours, et nous-mêmes on intègre ça, on ne revendique pas le bonheur, le droit au bonheur, le droit de vivre heureux, le droit de vivre. Enfin, on va au travail, on se lève. Pour ceux qui prennent le train, là, ils attendent sur le quai, on prend la flotte, le TER est en retard, on court, on y va. Le TER, parce que je suis à Saint-Amand-les-Eaux, vous, c'est le métro. Ou le RER. Mais, enfin, quand même, on se donne quand même pour le pays, pour vivre, pour avoir du salaire. Et on n'a rien en retour. On pourrait revendiquer quand même le droit de vivre heureux. Et eux, ils pourraient nous dire, faites des efforts, vous allez voir, après, ça va être mieux. Mais il n'y a même pas ce discours-là. Il n'y a même pas le droit au bonheur. Il n'existe pas. Il est effacé de nos têtes. Quand je vous dis de mettre ça en tête de gondole de revendication, c'est parce que on doit retrouver l'espoir de vivre heureux, le droit au bonheur, comme un droit puissant, important. Et au nom de ce droit, eh bien, on va mobiliser les énergies, changer la société, mieux répartir les richesses, participer à la production, se réapproprier notre outil de travail, etc. Nous, on va le faire, le discours. Nous, on veut le bonheur pour tous. Et le moyen pour y parvenir, le chemin, c'est celui-là qu'on vous propose. Moi, je mets 1, le droit au bonheur. 2, garantir l'indépendance, la souveraineté de la nation, du pays. Le pays, la France. La France va mal. Et on doit sauver la France. La France va mal parce que 20 ans de désindustrialisation, 50 ans de cure d'austérité pour nos services publics, déshabillage de nos collectivités, la France va mal. La France bricole. La France devient dans certains secteurs au niveau de pays en développement. On va bientôt avoir des pannes d'électricité. On va bientôt avoir des usines qui vont vouloir s'installer en France qu'on ne pourra même pas leur alimenter parce qu'il n'y aura plus d'électricité assez. C'est le scénario de RTE pour 2028. Il risque de ne pas y avoir assez d'électricité en France. Ben, vous vous rendez compte? L'état de notre pays, on ne peut plus se soigner. La France va mal. Et donc moi, je veux que la France aille mieux. Et je veux tenir un discours pour la France. Sauver la France, réparer la France, garantir l'indépendance de la France, retrouver notre souveraineté, voilà. Et on a besoin de la réparer. Et ça, c'est un projet collectif. Et ça, c'est le collectif. Ça, c'est un projet qui doit tous nous unir et nous mobiliser. Et moi, je veux tenir les deux bouts. Et donc, ça, c'est de la politique, et c'est le rôle d'une force politique. Et c'est notre rôle à nous, c'est le discours qu'on doit tenir pour parler plus clair. Et bien sûr, quand je parle d'éradiquer, de sortir du RSA, c'est dans le cadre d'une société socialiste. C'est en sortant de l'économie capitaliste. C'est l'objectif, pour moi, c'est le principe de la société que l'on défend. Le socialisme que l'on doit promouvoir, mettre en avant, ne prévoit pas que le RSA existe encore. Le RSA, pour moi, c'est une invention des capitalistes pour pouvoir mieux exploiter la force de travail des salariés.
et en maintenir une partie dans la pauvreté. Voilà. Et donc je combats ça. Je combats ça comme, pour moi, c'est un projet, c'est le projet des capitalistes, ça. D'avoir son armée de réserve de chômeurs, une partie de population dans la pauvreté, c'est le discours qui tient. C'est pour vous dire qu'on peut tenir on peut tenir tous les bouts quand je parle du racisme et de l'immigration. Enfin, leur projet à eux, c'est quand même de ne pas augmenter les salaires, de maintenir des gens au RSA, une grande partie au chômage, et de dire, et comme on va avoir besoin de salariés, on va faire venir des immigrés. Ils disent ça quand même, le patronat. Ils tiennent un discours comme ça. Et ils disent, et comme ça, eux, on continue de les faire travailler avec des bas salaires, dans le bâtiment, dans l'industrie, ils ont plutôt des salaires à peu près corrects, et puis la logistique, etc. Mais c'est inadmissible. Je préfère dire, non, on améliore les conditions de travail, on augmente les salaires, on indexe les salaires sur l'inflation, on baisse l'âge de départ en retraite, on garantit un travail pour tous et pour tous citoyens de la République. Et parmi les citoyens de la République, il y a ceux qui n'ont pas la nationalité française, qui ont des autorisations de travail et qui doivent avoir les mêmes conditions de travail que tout le monde. Voilà. Et on est un parti internationaliste. Pour tous les travailleurs, les mêmes conditions de travail, le même droit d'accès à une vie digne. Mais je ne fais pas de l'immigré le moyen de tirer par le bas les salaires et les conditions de travail de tous les salariés de notre pays. Voilà. Ça, c'est le patronat qui le fait. Et ils utilisent ça d'ailleurs pour dire, oh ben nous, on n'est pas d'extrême droite parce que nous, on a besoin des immigrés. C'est incroyable. Hein. Mais c'est un discours à dénoncer. Donc, moi, j'essaie de me projeter dans un projet de société socialiste où je préfère donner de l'ambition à notre pays et au contenu que l'on met au travail et pas être court-termiste. Enfin, sur les améliorations à attendre immédiates, quoi. Donc je me projette. C'est pour ça que je dis, en 5 ans de temps, on peut se fixer l'objectif de sortir d'une économie... enfin, on ne sortira pas en 50 ans d'une économie capitaliste, mais en 50 ans, on a tellement de défis à relever qu'on peut créer des centaines de milliers d'emplois et faire en sorte qu'il n'y ait plus personne au RSA dans notre pays. Ah, les médias. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même ça, mais le capitalisme pourrit la démocratie. Regardez ce qu'ils ont fait aux États-Unis et on y va en France. Les médias ont été au service des deux camps et ils se sont renvoyés la balle, mais une balle qui était en dessous du niveau de la ceinture, avec des insultes, etc. et un pognon de dingue. Et Kamala Harris, sa campagne, c'est 1,6 milliard. Et Donald Trump, c'est 1 milliard, un petit peu au-dessus. Enfin, 2,5 milliards pour une campagne présidentielle. Non, mais vous vous rendez compte? Et en France, on y va. Il y a des règles qui limitent les comptes de campagne, les dons, etc. Mais on est en train d'y aller avec des médias au service d'une idéologie, et notamment un actionnaire, Bolloré, qui a décidé de donner une ligne éditoriale à certains de ces médias, et qui, quelque part, alimente les esprits des pires idées, et pour les mettre au service de son projet de société. Et donc c'est une situation dangereuse, parce que le débat politique dans notre pays risque d'être tiré par le bas de la même manière qu'aux États-Unis, par l'invective, les insultes, enfin bon, c'est très difficile de faire de la politique. C'est de plus en plus difficile de faire de la politique dans un tel contexte, mais c'est tout, on va se battre. Hein. Voilà, avec le sourire, avec la banane, avec de la combativité, et puis avec des idées nouvelles, avec, voilà, sur le circuit de Manicourt, ou ailleurs, mais on va essayer de faire... enfin, mais non, mais... je pense que quand même, dans cette période et justement dans ce marasme, il faut qu'on y aille
c'est pour ça que je vous dis, avec la banane, avec les bras ouverts, avec de l'espoir, parce que les gens en ont besoin. Et ils ont besoin de ça aussi. Si on y va tous en regardant nos pompes et les bras ballants parce que c'est difficile, on ne donne pas envie. Voilà, un militant triste est un triste militant. Alors militons heureux. Je crois que je vais, parce que sinon on va trop déborder, et donc je vais donner la parole à Guillaume. Merci beaucoup, Fabien.